Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue à Télé Congo. Merci beaucoup, merci de me recevoir ce matin. Il n'y a pas eu beaucoup d'embouteillages dans... Non, dimanche ça circule bien, ça circule bien. Je suis passé par Maya Maya et j'ai vu des Congolais faire du sport et donc je pense que c'est une journée beaucoup plus consacrée au sport. Cette maison vous rappelle quand même beaucoup de souvenirs. Ah oui, mais cette maison, vous savez, d'abord je dois saluer le travail qui a été fait par mon prédécesseur à l'époque, monsieur le ministre Ribovi. Cette maison, je venais ici quasiment tous les dimanches. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé les plans pour pouvoir comprendre justement cette maison. Donc je venais tous les dimanches ici pour me l'imprégner. À un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et donc il a fallu mettre en place une espèce de commission technique dans laquelle on a retrouvé les techniciens de la radio, les techniciens de la télévision et les techniciens de la télédiffusion. Bonjour, comment ça va? Absolument. Ah, Tam Tam. Bienvenue l'équipe ici. Et donc, ouais, Tam Tam Named Milan. Et donc c'est cette commission technique, je leur ai dit écoutez, les ministres passent, c'est vous qui êtes les propriétaires de la maison. Et donc, il est important que vous vous appropriez cette maison. Et on a travaillé justement avec cette commission dans une phase assez décisive qui était celle du câblage de la maison. Donc évidemment, c'est un endroit qui pour moi représente beaucoup dans ma petite vie. Et surtout le jour de l'inauguration, où là nous avons lancé le nom du vieux Ngeli Ngeli. Le vieux Ngeli Ngeli. C'était ici. Ah, d'accord. Basangana Bavukana. Alors, vous êtes resté quand même longtemps, hein, ministre de la Communication, Oui, porte-parole cette année. 7 ans, porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est une fonction aisée quand même? Non, pas du tout. C'est une fonction dans laquelle vous êtes dans une espèce de solitude. On dit que c'est une fonction dans laquelle vous apprenez à mentir. Non, vous n'apprenez pas à mentir, même si à l'époque on m'avait traité de ministre de démenti. Non, vous apprenez à restituer les faits. Mais au-delà des faits apparents, il y a souvent des aspects sous-jacents, des aspects souterrains. Parce qu'en politique, rien, comment dirais-je, ne peut être pris au premier degré. Il y a, c'est vrai, la population, les téléspectateurs, les auditeurs, qui voient par exemple certains événements se produire. Mais ces événements sont déclenchés pourquoi? Il faut trouver le pourquoi et comment. Et c'est ce pourquoi et le comment qu'il faut réussir à extirper et à éclairer justement l'opinion. Et si vous voulez, à défendre justement la politique que votre pays mène, à défendre celui qui conduit cette politique, en l'occurrence à l'époque c'était le président de Sassou Nguesso, bien entendu jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un poste où on n'a pas, comment dirais-je, droit à l'erreur. Voilà, droit à l'erreur. Et je vous raconte une anecdote. Lorsque je fais mon premier invité avec Bois Bouvier, j'ai pris 2 ans à étudier la technique d'interview de Bois Bouvier. Bois Bouvier mène ses interviews comme un interrogatoire. C'est pas comme vous, en fait. Et donc, Comme un flic. Justement. Et donc, le jour où il m'appelle, parce qu'il fallait faire une intervention par rapport à un fait qui s'était passé à l'époque, vous savez, je l'ai fixé rendez-vous au téléphone. Psychologiquement, tout celui qui m'appelle, c'est moi qui l'ai appelé. Il m'a dit, mais je vous rappelle, je dis non, je vous appelle. Et là, ça montrait que j'étais dans un autre état d'esprit. Donc c'est un poste de combat. C'est un front, en réalité. Voilà. Donc on n'apprend pas à mentir, on est dans un combat, pour ne pas dire une guerre médiatique. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure Ngeli Ngeli. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont à l'étranger, que nous recevons ici le ministre Alain Akwala Atipo. Il fut ministre de la Communication, il fut ministre des zones économiques spéciales, mais c'est une personnalité très en vue dans notre pays, un leader d'opinion. Il est dans le monde culturel, dans le monde sportif, il est dans la politique, etc. C'est un peu ça lui. Et il y a certains qui commencent à vous appeler le ministre Kwenda Vutoka. C'est-à-dire que vous avez un parcours assez atypique. Vous entrez au gouvernement, vous ressortez, vous entrez, vous ressortez. Et finalement, lorsque vous dites Ngeli Ngeli, vous faites allusion au président Denis Sassou Nguesso. En réalité, les gens
se disent, avec tout ce va-et-vient, vous aurez déjà, on va dire, hum, rempli, hein, c'est-à-dire que vous allez resserrer les rangs de l'opposition. Non, vous savez, ministre Kwenda Vutuka, d'autres disent ministre Kubwa Kutelama, mais c'est la vie. Mais rejoindre l'opposition, je dois vous dire clairement que, avec tout le respect que je dois à ses frères et sœurs de l'opposition, je ne me retrouve pas dans leur conception de l'action politique. Je ne me retrouve pas, parce que la politique c'est une question d'idées. Ah, okay. Donc je ne me retrouve pas dans leur vision, je ne me retrouve pas, je ne vois pas. Donc on rejoint des gens lorsque vous sentez qu'il y a une espèce de complicité ou connivence idéologique. Mais donc je ne peux pas aller à l'opposition. Leur combat n'est pas noble à l'opposition. Non, leur combat peut être noble, il est certainement noble, mais la manière dont il est conduit, la manière dont il est mené, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'on est opposant parce que hier on a été, comment dirais-je, parmi les premières personnalités du pays en 92, 93, 94, 97, etc. Et que d'ailleurs on a même une certaine responsabilité dans les travers que notre pays, dans lesquels il est tombé. Et on revient au gouvernement et puis un jour on s'en va du gouvernement parce qu'on a réussi à se faire une petite santé politique et voire même financière. Et pour dire nous allons, entre guillemets, nous repositionner maintenant pour tenter de reprendre ce qui fut à nous en 97 au nom de la démocratie. Non, ce n'est pas ça, faire la politique. Est-ce qu'on devient opposant et puis on a, entre guillemets, une ambition noble pour son pays parce que hier on a été au gouvernement et qu'ensuite on s'est fait enlever du gouvernement. Il n'y a qu'un seul chef, c'est le président. Il vous enlève parce qu'il sait pourquoi il vous enlève. Est-ce qu'à ce moment-là on en fait un casus belli et ça devient un problème personnel? Non. Moi, j'étais au gouvernement, d'ailleurs, ma grande surprise, ce n'était pas le rêve de ma vie, mais j'ai toujours été un citoyen engagé par rapport à mon pays. Je me suis toujours exprimé pour mon pays. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire au sortir de la guerre de 97. Je faisais des interventions à l'émission de Juan Gomez. Je faisais des face-à-face à la télévision avec mon grand frère Berto Senza. J'ai fait des face-à-face avec M. Bakuma, avec M. Bopaka, avec M. Komankasa, paix à son âme, avec M. Nzé. Donc, je n'étais pas ministre, je n'envisageais pas être ministre. Et d'ailleurs, même, je vous dis une chose, le ministre Ibouvé, à l'époque, ministre de la Communication, m'avait reçu dans son bureau pour me dire, jeune homme, je te trouve intéressant, je veux que tu animes une émission politique à la télévision. Je te payais tant par semaine. J'ai dit non, monsieur le ministre, c'est un honneur que vous m'ayez fait venir. Je vous remercie, je vous admire énormément. Mais quand je suis rentré de France, mon rêve, c'était créer ma société. Je l'ai créée, la guerre l'a détruit. J'ai pris les armes pendant la guerre pour que chacun ait la liberté de faire ce qu'il... Et bien sûr, j'étais à poto-poto. C'est bien ça de prendre des armes. Je ne suis pas fier de ça. Mais c'est la vie des hommes qui a été si vite. C'est la vie des hommes. Lorsque on attaque votre quartier, on attaque votre maison, vous voyez ceux que vous connaissez qui tombent. Et de part et d'autre. Hein. Quelqu'un peut prendre des armes dans le pool parce qu'il a vu les siens mourir. Voilà. Voilà pourquoi je dis, j'ai pris les armes. C'est parce que ce n'était pas donné à tout le monde. Je serais mort. Certains auraient dit, mais... Et jusqu'aujourd'hui, bon. Kolanda Sassou, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est dire que c'est suivre Sassou, être partisan. C'est suivre les idéaux. Au-delà de l'homme, il y a ces idéaux. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à suivre. Mais vous n'êtes plus au gouvernement. Vous n'avez plus raison de suivre Denis Sassou Nguesso. Mais je suis membre du comité central du Parti congolais du travail, même si c'est un parti dont je peux considérer aujourd'hui que mon expression en réalité au sein de ce parti ne s'est jamais révélée, parce que j'avais une association à l'époque que j'avais créée qui s'appelait Force Citoyenne, et en 2006, sur instruction du président, nous avons tué ces associations pour rejoindre le PCT en 2006. Bon, je peux dire que j'estime que ce que j'ai comme valeur ajoutée, apportée à ce parti, je n'ai pas réussi à le faire. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, le président Sassou est un homme qui, quelque part, notre ambition, notre culture politique s'est révélée à partir de sa génération. On peut remonter à Noumazalaï, à Méry Martin, etc. Et je le dis toujours, je suis à Poto-Poto avec d'autres amis tels que Franck Ganziri lorsqu'il prend le pouvoir. Et donc, ce sont des choses qui ne sont pas faites de manière hasardeuse.
Vous venez d'avoir tout à l'heure une émission, je viens de suivre tout à l'heure des débats à dimension spirituelle, voire même ésotérique. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc le fait que j'ai été au rond-point Poto-Poto ce jour-là, et que quelques années après, je me retrouve au gouvernement avec lui, en ayant eu un passé estudiantin où nous l'avons critiqué, contesté, et il le sait, c'est une forme de grandeur. Donc il faut le reconnaître. Donc je suis dans la lignée des idéaux de Sassou Nguesso, comme lui-même est certainement dans des idéaux, dans la lignée de ceux qui l'ont précédé. D'accord, Et monsieur. ces idéaux, c'est avoir des convictions, les exprimer, et lorsque on sent qu'il y a des choses qui vont bien, on le dit, et lorsque ça ne va pas, il faut dire, ben, ça ne va pas, mais comment faire pour que ça aille mieux? Et ça, je ne sens pas tellement ça dans le paysage politique congolais. D'accord, on ne va pas trop parler politique ici parce que nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas trop en parler. Ouais. Ce qui est vrai, vous êtes une personnalité bien connue des Congolais. Lorsqu'on dit triple A, cerveau bleu, voilà, vous êtes un homme, on va dire, des masses, certainement. C'est sur la lignée de votre mentor ou de votre idole, Pour ça, j'en sais rien. Denis Sassou Nguesso. Mais surtout, monsieur le ministre, je veux vous rappeler un fait. Je pense que c'était pendant la municipalisation, la fête de l'indépendance à Kinkala, donc dans le département du Poul. Oui, Je suis rentré dans un, on va dire, un Ganda. oui, On appelle ça un Ganda, oui. oui, Dans un Ganda où il y avait des concerts coupés décalés. oui, Des jeunes dansaient et tout ça. Ouais. Et on a vu un monsieur oui. entrer en chemise. Vous vous rappelez de la personne? Non, dites-moi. C'était vous-même. Donc, au fin fond de Kinkala, dans un milieu où voilà, les jeunes étaient là, ça dansait, le coupé décalé, ça chantait le coupé décalé. Et on vous a vu entrer, vous êtes resté là longtemps. Vous avez même, je crois que vous avez dû prendre, ça fait quand même longtemps, hein, la fête d'indépendance dans les départements du Poul. Vous êtes ressorti. Ça veut dire que vous êtes quand même assez présent dans les milieux culturels, surtout dans les milieux de musique. Lorsqu'on parle SAP au Congo, généralement les gens ont tendance à faire référence à Alain, à Kola Tipo. Je commencerai donc par la SAP. Pour vous, c'est quoi la SAP? Lorsque les sapeurs s'identifient parfois à vous, qu'est-ce que ça vous fait? Donc, d'abord, il ne faut pas qu'il s'identifie à moi. Je ne pense pas que ça soit cela. Mais il me considère comme quelqu'un qui, jeune, a fait cela. Je l'ai fait. Mais, vous savez, ma mère, il y a des explications. Pauline était une couturière. Donc, tout gamin, j'ai vu comment ma mère confectionnait des vêtements pour des femmes, pour des hommes, enfin pour des enfants, je veux dire. Et ensuite, lorsque vous évoluez, lorsque vous grandissez à Poto-Poto, à un moment donné, il y a ce qu'on appelait les concerts, ensuite les booms. Mais à l'époque, ce n'était pas donné à tout le monde d'aller acheter des vêtements prêts à porter ou d'aller acheter un tissu mohair anglais ou mohair blessé et le faire coudre. Donc, on s'échangeait des vêtements avec les amis. On est passé par là. Donc, on échangeait des vêtements avec des amis. Pourquoi? Comme tout bon Congolais aussi. Voilà. Parce que lorsqu'il fallait aller au concert de Nzimbola ou de Zimbabwe, donc Nzimbola de Orlus Mabele, Zimbabwe de mon frère et ami Mondo, Ringo Starr, Dr Liman dans Black Micmac, il est un chanteur de Zimbabwe, où on était ensemble avec Timora, qui est aujourd'hui en France, hein, un ami, sapeur, il disait là où Timora passe, le taureau trépasse, parce qu'à l'époque il y avait une publicité d'un insecticide Timor. Ah, là où Timor passe, l'insecte trépasse. Timora dit bon, Timora. Pécho, il y avait Wapeshkado, il y avait Bowie, tous ces amis-là. Le beau monde de Poto-Poto. Tout à fait. Et donc, tout en allant à l'école, tout en étant au collège, au lycée, etc., mais tout ça faisait partie de notre vie. Orlus Mabele était au lycée, et en même temps,
chanteur de Ndimbola, avec Maf Kacharel, avec Baron, paix à son âme, avec Mabundu Korté, colonel dans l'armée aujourd'hui, Chikadroum, Banzouzi. Je crois La liste est longue. La liste est très longue. Mais aujourd'hui, quel est le regard que vous avez lorsque vous regardez le mouvement SAP? Quel est le commentaire que vous... Le mouvement, il s'est internationalisé. Et je dois le dire, c'est grâce au décès de Rafa Bunzeki. Parce que je représente le ministre Gakoso au décès de Rafa Bunzeki. Et là, il y a tout un mouvement qui s'est créé, paix à son âme. Et les vidéos sont parties dans le monde entier. Voilà. Et les vidéos étant parties dans le monde entier, ça a suscité tout de suite l'intérêt de ceux qui ont l'œil pour découvrir ce qu'on appelle les tendances au niveau des tendances underground. Vous avez souvent des mouvements qui commencent de manière souterraine et après qui apparaissent. Explose, oui. Voilà. Mais l'explosion doit survenir par rapport à un environnement donné. Pour faire juste un lien avec mon passé ministériel, j'avais reçu ici des experts donc, qui étaient venus de l'île Maurice, notamment Maurice Lam, qui est le conseiller, à l'époque conseiller spécial du premier de l'île Maurice, Kamoulam, et qui était basé à Singapour. Lorsqu'il est venu, on s'est promené dans Brazzaville. Et en se promenant dans Brazzaville, pourtant l'île Maurice est le premier pays au monde producteur et exportateur de t-shirts. Diversification d'une économie à partir du textile phénoménale. Mais lorsqu'il s'est promené dans Brazzaville, il s'est rendu compte que ce soit dans les bus, que ce soit dans les taxis, que ce soit sur les trottoirs, il se rendait compte qu'un Congolais, quand il s'habillait, il y avait toujours un effort de faire une espèce d'assortiment, d'assortiment des couleurs, d'harmonie. C'est ce que les sapeurs ont appelé la trilogie des couleurs. Si vous remontez également au niveau de l'historique de nos chefs d'État, mais le président l'abbé Fulbert Youlou, ses soutanes étaient raffinées, recherchées. Le président Massamba Deba avait un style de blazer, j'allais dire, plus ou moins britannique. Bon, vous prenez le président Marien Ngouabi, certes à un moment donné, il avait laissé le treillis pour des abacos. Non, il y a eu des abacos, mais surtout des espèces de costumes imboutants avec des espèces de revers. Vous êtes très regardant. Justement. Bon, après Marien Ngouabi, on a eu le président Sassou, treillis, et après, il a lancé le croisé. Après, on a eu le président Lissouba qui est arrivé, et là, on a vu apparaître le costume 3 boutons. 3 boutons. Voilà, 3 boutons, les coloris caramel, assortiment avec une chemise bleu de France. Donc, c'est des choses qui sont innées. Vous prenez Noumazalaï, lorsqu'il me reçoit à la direction du Parti congolais du travail pour m'annoncer que je devais faire partie de la direction de campagne du président Denis Sassou Nguesso en 2002, je retrouve un monsieur qui avait une church au pied et qui avait un costume, enfin, il n'avait pas son costume, il avait des bretelles avec une chemise bleue. Vous voyez, donc, il y a chez les Congolais, c'est inné. Il faut le savoir, c'est inné. Vous quittez un Congolais, quitte Brazzaville, va au Burkina, va au Mali, va au Sénégal, on saura que c'est un Congolais. Va en Côte d'Ivoire, on saura que c'est un Congolais. Et moi, à une époque, j'allais en vacances à Abidjan dans les années 84, je ne pouvais pas imaginer ce que Joe Ballard avait créé comme mouvement. Il remplissait le stade Félix Houphouët-Boigny, reçu par Houphouët. Donc ceux qui ont un regard plus ou moins éclairé de la chose se disent il y a quelque chose d'assez spécifique. Et nous, au Congo, il ne faut pas qu'on tourne ça en dérision. Alors, même si c'est vrai, il y a un côté ça, c'est le côté exotique, peut-être folklorique, comme vous dites. Mais aujourd'hui, vous avez géré, tenu un département, les zones économiques spéciales. Ouais. Lorsqu'on parle de la SAP aujourd'hui, la zone économique spéciale, ça va dans le sens, dans le contexte de la diversification de l'économie. Et comment la SAP peut contribuer justement à ce processus de diversification dont on parle depuis un moment aussi. L'idée des Mauriciens, c'était justement de tenir compte de cette spécificité congolaise, cette particularité congolaise, cette espèce de soft power. C'est une forme de soft power. Oui, les Américains, c'est leur musique, c'est le cinéma, etc. Les Français, c'est la cuisine, c'est la nourriture, ce sont les vins, les spiritueux, ainsi de suite. Les Britanniques, c'est tout à fait autre chose. Et nous, les Congolais, nous avons cela. Nous avons cela. Mais il va falloir à ce moment-là, comment dirais-je, saisir cette espèce de valeur intrinsèque que
que nous avons par rapport à notre identité, par rapport à notre culture, et en faire un atout économique. Qu'est-ce qui fait ralentir la machine, en fait? C'est en cela qu'on envisageait justement, avec l'île Maurice, dans le cadre de la diversification de l'économie, eh bien, lancer une industrie textile, mais avec une espèce d'estampille, de marque, de brand made in Congo. Et ça marchera forcément un jour. Ça marchera un jour. Ça marchera forcément un jour. Vous semblez parler de ça au passé, en fait. Écoutez, j'étais ministre, maintenant je ne suis plus, donc je ne peux plus répondre des zones économiques spéciales. Mon grand frère, Gilbert Moko, qui est là pour ça. Moi, je ne peux qu'en parler au passé, mais avec une perspective très optimiste par rapport à l'avenir, même si c'est vrai, actuellement, nous vivons une crise économique et financière assez rude, mais il faut faire confiance au gouvernement pour qu'une solution soit trouvée. Et on apprend qu'il y a une mission du Fonds monétaire international qui va arriver. Il faut souhaiter évidemment qu'un accord soit trouvé avec le FMI pour que nous engagions notre pays sur la voie des réformes structurelles, réformes économiques, etc. Alors, on parlait de SAP tout à l'heure, justement, entre la SAP et la musique, le lien est très étroit. Trouvé. Voilà. Ouais. Et donc, on va parler musique finish. Ouais. Je disais, lorsqu'on dit Alain Akwala, c'est les milieux des musiciens. Vous êtes chanté, on parlera aussi du phénomène Mabanga tout à l'heure, mais quel est le regard que vous avez de la musique congolaise aujourd'hui? Hier, notre musique a fait le beau temps avec les Bantous de la capitale, les Pamelo Muka, les Franklin Bukaka, les Mami Claudia à l'époque, voilà, les Tanawa comme Tanawa, les Pembe Chero, ils sont nombreux, les Fernand Mabala, Nzungusu, Lorlis Mabele que vous avez cité. Voilà. Il y a eu des grandes maisons d'accompagnement des artistes. Oui, Sami Massamba. Qu'on appelait le George Benson. Ok. Il y a aussi des grandes maisons de production, maisons de disques, on a eu Tamaris, Disco Mabele, mais tout ça semble avoir disparu pour une nouvelle époque, peut-être à cause ou grâce aux technologies de l'information et de la communication, mais du point de vue présence musicale, on ne sent plus vraiment le Congo. Il y a eu entre-temps le vent extra musica, c'est vrai, mais les choses semblent pétiner aujourd'hui. Vous qui êtes un peu, on va dire, au centre, dans la médiane, ces générations de musiciens, comment vous regardez la musique congolaise? Bon, d'abord, la musique, pour moi, c'est inné. C'est inné parce que ma grand-mère maternelle jouait le kisanza. Ma tante, donc la grande sœur à ma mère, kimbanguiste, jouait l'harmonica. Ma mère ne faisait pas de musique. Son grand frère, Michel Makwala, a été parmi les fondateurs de Bantou. C'était un saxophoniste. Un autre frère, donc le fils de la grande sœur à ma mère qui faisait l'harmonica, Joseph Kaba, a été musicien des Bantous de la capitale avec Elissou, etc. Ensuite, journaliste à Radio Brazzaville, banquier, et ensuite homme d'affaires, parce qu'il avait créé une société qui s'appelait Depanoto. C'est là que j'ai eu la fibre, justement, de faire du business un jour. Félix Akwala de Bilengue Sakana, c'est mon grand frère. Je crois qu'il a fait la musique dans les Chaminadiens avec Jean-Claude Kakou. Sylvain Akwala, le célèbre musicien chrétien. Qui a reçu dernièrement le diplôme icône du gospel congolais. Et donc voilà pourquoi j'ai moi-même, à l'époque, en dépit de mes fonctions, j'arrivais avec le vieux piment à prendre le micro, même si ça scandalisait un certain nombre de personnes. Ça fait partie de ma vie. Et quand je rentre de France, je m'occupe personnellement de Folkstar avec Bongol, Jules Kibens, Nzazi, Paskis, quand j'ai créé ma société. J'allais prospecter, moi, au CCF, pour qu'ils puissent se jouer. Plouma, le reggae. Mad King Plouma. Voilà, je l'ai soutenu. Voilà. Donc, le jazz aussi, vous avez soutenu sur le jazz à un certain moment. Avec Wakassa. Oui, voilà. Voilà, Wakassa parce qu'il jouait au Méridien et j'avais mon bureau également au Méridien. Donc, je suis moi-même un musicien raté. J'aurais voulu faire de la musique, mais ce sont les parents qui l'ont refusé. Ce n'est pas trop tard. Oui, ça peut être une reconversion aussi. Hein. Voilà, je me suis vu au CM2 à Jérusalem quand je voulais faire du solfège. Mon père a dit non, il y a déjà un musicien dans la famille, c'est Félix. Toi, pas de solfège. Bon. Donc, c'est quelque chose d'inné. Et ensuite, je grandis sur la rue Mbaka où il y avait la casse créole. Ensuite, dans la rue Bakukuya, face à face au bar Bouya. Ah oui, un bar Bouya. Grand Jazz, Carrefour du Congo. Et là, je découvre
la musique à partir d'un orchestre qu'on appelait un Kimbotuma. 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 Ensuite, il y a les Mentalo Coca. Kimbotuma, j'ai vu arriver Mona Mukamba faire le test de recrutement. Nous sommes dans quelle, Alors, nous sommes dans les années 70. 70. Ouais. 70. Donc, Mentalo Coca avec Maurice Obami, les Bantous de la capitale. Ce qui était phénoménal, c'est que vous écoutiez la musique à la radio et là, vous la voyez être jouée. Jusque les Bantous, les Trois Frères, etc. Les répétitions, l'Orchestre National avec Freddy Kebano. En ce moment-là, la télévision est encore un luxe. Oui, la télévision est un luxe. Donc, cette musique était également, je crois, promue, soutenue parce qu'il y avait quand même un environnement. Il y avait des infrastructures. Nous avions, c'est vrai, à une époque, une Socodis, et après nous avons eu l'IAD, Oui. donc l'Institut africain du disque. C'était le premier studio, je crois, de l'Afrique centrale, avec 25 pistes. 25 pistes. Donc quand il y a cette infrastructure, dans un pays qui certes était dirigé par le parti unique, mais il y avait quand même une stabilité, une solidité des institutions, une économie qui était quand même, je vais dire, viable. Et donc, cette réalité accompagne tout le reste, que ce soit le sport. Vous savez, on a été champion d'Afrique sous le parti unique. 72, oui. 72. Champion d'Afrique des clubs champions en 74 sous le parti unique. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à l'époque, je crois que c'est Marine Ngouabi, avait confié son avion personnel pour que les Diables Rouges aillent faire des matchs de préparation, y compris en Europe. Et je crois même au Brésil. Donc c'était quelque chose quand même qui montrait qu'il y avait un soutien environnemental, un soutien du gouvernement. Je peux vous dire aussi qu'à cette époque-là, l'État, le parti, a acheté des instruments au Super Boboto, au Mbunzila National, au Bantou de la capitale, et ensuite au Sepakos, hein, l'orchestre Le Peuple avec le trio Sepakos. Donc il y avait cet environnement en fait qui soutenait la musique. Et puis, dans cette organisation sociale, vous aviez aussi des orchestres qui apparaissaient au niveau des lycées. Les chaminadiens, les techniciens dont Papa Wemba avait récupéré une espèce de partition jouée dans Chantabrita. Et quand je lui ai dit ça, il dit « Ah, petit nanga, donc, les câlins. » J'ai dit « Mais vieux, au bord à Chantabrita. » Vous pouvez nous rafraîchir l'esprit, la partition? Longola, fongola, motema, nayo, longola, molili, okati mama, pelisa mwinda ya bolingo, pona yoka nzoto. Et donc, la partition qui a été reprise, c'est mais je sais que Jean-Claude Kakou doit le savoir. Parce que lui, il a fait partie de cette époque avec Irigada Mavungu. Donc, cet environnement, eh bien, tenait, si bien que lorsqu'il y a eu le Festac du côté du Nigeria, je suis en seconde, en première, l'orchestre national répétait chez Bouya. Mais nous, on finissait les cours à 13h. On se dépêchait pour dire non, on allait assister aux répétitions de l'orchestre national. Parce que de l'autre côté... on avait un orchestre national. Il y avait un orchestre national. Et parce que de l'autre côté, il y avait Afriza et Zaïko. On se disait, mais comment nous allons faire face à Afriza, Zaïko réunis, donc l'orchestre national du Zaïre à l'époque, par rapport à nous? On dit non, on va être battus. Mais lorsque on s'est retrouvé à Lagos, au Festac, 78 je crois, mais on est sorti, je crois, 2e ou 3e sur le continent. Et un album a été conçu, publié à l'époque, on retrouve les chansons telles que Lemba. Mais on s'est dit, mais comment on a pu battre Rochero et Nyokalongo? C'est pas possible. Mais en réalité, c'est que nous avions une musique plus élaborée. C'est-à-dire, je me souviens de Manu Dibango, lorsqu'il y a eu un FESPAM aussi, il était venu, on était avec Youssou N'Dour et lui, et donc on parle un peu de la musique du Congo. Manu Dibango a joué avec Essou, donc connaissait mon oncle à l'époque, il a fait l'arrangement de Franklin Boukaka dans son album dont le nom m'échappe. Il m'avait dit, mon fils, la musique du Congo est en train de subir l'influence de la musique de la RDC.
c'est mauvais. Il faut garder votre identité. Parce que, de manière universelle, lorsque une chanson ne peut pas être jouée en instrumental, c'est qu'elle est pauvre. Or, la musique congolaise était susceptible d'être jouée à l'instrumental. Il me dit, j'ai dit à une star de l'autre côté, dont je ne citerai pas le nom, en lui disant, tu es en train de faire régresser la musique. Parce que ta musique là, on ne peut pas la jouer en instrumental. Un orchestre classique ne peut pas la jouer. Donc, voilà pourquoi, lorsque l'Orchestre national, dirigé, arrangé par Frédéric Ebano, qui est en même temps responsable de l'orchestre de l'UGC, se retrouve donc à Lagos, avec le recul, quand j'ai un peu grandi, quand j'écoutais, par exemple, la chanson telle que Lemba, c'était même à un moment donné un générique de la radio, de la voix de la Révolution congolaise. Il y avait par exemple L'extra, ça veut dire général. donc, ça, que ce soit un Cubain, un Russe, un Américain, un Iranien, quand il écoute ça, cette musique lui parle. Mais lorsqu'on dit Zaïkwe, wa wa wa, bon, ça, c'est nous. Mais lorsqu'on va au niveau externe, ça ne passe plus. Est-ce qu'on doit se diluer dans l'universalité? Non, mais vous savez, ce n'est pas une question de se diluer dans l'universalité. C'est-à-dire que vous avez une identité culturelle, musicale, qui contribue à enrichir l'universel, qui est reconnue à l'universel. Mais si elle n'est pas reconnue à l'universel, ça veut dire que vous avez quand même des efforts à faire. Quand vous écoutez les chanteurs de blues, mais vous écoutez un griot de chez nous à Gamboma, un griot téké, vous retrouvez cela. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question de se diluer, c'est simple pour dire que nous avions, nous, depuis, je dirais, Polo Kamba, notre identité, j'allais dire, artistique et musicale. Donc de Polo Kamba, on peut revenir ensuite au Bantou de la capitale, Negro Band, Montalo Coca. Et de l'autre côté, vous aviez, c'est vrai, Wendo Kolosoy, qui a donné après Kale Jeff, le style Fiesta, avec Rochero comme héritier. Et puis de l'autre côté, vous aviez Luambo Makadi, avec le style Ondemba, voyez. Et voilà ce qui a un peu structuré notre musique. Les Majessi, les Lipoi Lipoi, les Bella Bella, ainsi de suite. Si bien qu'à un moment donné, les musiques des deux rives se sont plus ou moins enrichies mutuellement. Parce que, je prends un homme comme Jerry Gérard, paix à son âme, lorsque Zaïko arrive, celui qui a révolutionné la rythmique des solistes, en dehors de Mavatikou, qui joue évidemment avec Rocher ensuite à Taboulé, mais c'est Pépé Calé. Pardon, Pépé Feli. Pépé Feli, oui. Pépé Feli, Manoa Kouakou. Mais quand on écoutait Manoa Kouakou dans Zaïnia, Zaïnia, Oyangana, Mamana, Moana, Zaïnia, la Sidina Bali, Okole, le solo, le soliste, celui qui. Mais il vous explique qu'en réalité, ce sont des partitions de Jerry Gérard, donc des bantous de la capitale, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il récupérait. Soit il prend la partition au milieu, il la remonte, il crée un rythme, soit il la prend au milieu, il continue. Ou il accélère. Mais qui pouvait le savoir? Bon, vous avez un homme comme Pamelo Mouka, qui a écrit des chansons pour Taboulé. Vous avez Gérard Bichindou. Lolo Brigitte chanté par Kale Jeff, mais écrit par Gérard Bichindou. Donc ça veut dire qu'à un moment donné... C'est une découverte pour moi. C'est vrai. On n'est pas la même génération, il faut bien que je serve à quelque chose. Les anciens doivent servir à quelque chose. En effet. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu ce brassage. La preuve, c'est que Essou a joué dans OK Jazz. Ensuite, il y a eu Dupoul qui sont restés.
du Poul à la Tumbiko, lancé par mon vieux Boibanda. Boibanda. Monument vivant. Incroyable. Celui-là, c'est pas possible. Hein? Et j'ai en même temps une pensée pour Max Massengo, du Mbunzila National. Vous voyez? Donc, Boibanda, quand je rentre de France, je le croise à Télé Congo. À Bas Congo, je dis, il faut que je te dise, cher aîné, ce que tu m'as apporté. Avant qu'on fasse les oraisons funèbres, je n'étais rien du tout. Je dis, bon, vieux, voilà. Les chansons. Il me dit, mais, mon petit, lorsque le président Bongo vient à Brazzaville, il regarde la télévision avec Marien Ngouabi. Marien Ngouabi lui dit, tu vois, le monsieur qui joue au tam-tam, c'est un Congolais. Le monsieur qui a la tac-chant là, c'est un Congolais. Il dit, quand le président Bongo débarque à Kinshasa, demande au président Mobutu, il veut rencontrer Boibanda. Il dit, quoi? Toi, tu es un Congolais. Comment tu es arrivé ici? Je suis de Ouesso. Tu es parti de Ouesso pour venir jusqu'ici. Donc, à l'époque, il y avait ce brassage, mais nous apportions quelque chose. Nous avions, comment dirais-je? Une identité, une particularité. Une identité. Voilà pourquoi on disait toujours Congo Moké, Congo Monene. C'est-à-dire que c'est un petit pays, mais du point de vue de son talent, eh bien, il apportait quelque chose. Et lorsque il y a eu l'IAD, mais on a eu des orchestres qui sont partis de Kinshasa, qui venaient enregistrer ici. Même Pépé Calé, à une époque, quand il a entendu « l'argent appelle l'argent », et sur la télé zaïroise, il dit « Mbonge moko ezako utanga mokuna », il faut aussi l'attention. C'était pas Mélo. Les Bozi, les Bélabé, tout ce monde-là, ils sont passés par ici. Justement. Alors, donc c'est vrai que, évidemment, Tamaris, de toute façon, Jean-Pierre Gombe, respect à lui, parce que c'est un homme qui nous encadrait quand nous étions des gamins. Il a fait partie, je crois, de l'état-major spécial révolutionnaire à l'époque, mais c'est quelqu'un qui écrivait déjà des chansons. Vous voyez? Donc, qui écrivait des chansons, qui chantait même. Parce que quand il réunissait les pionniers, il prenait la guitare et puis il jouait. Donc, c'est vrai que le modèle économique qui a permis Jean-Pierre Gombe, Tamaris, toutes ces maisons, Annie, Tangap, etc., je l'ai un peu côtoyé. Parce que lorsque je crée ma société qui fait du conseil en communication, conseil en marketing, je vous ai dit que je m'occupais. C'était quoi le nom? International Communication Concept. Okay. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai découvert, comme par hasard, un petit bonhomme, parce que Hugoto, c'était un pote, un frère, qui allait tout le temps au GEPOM. Et moi, j'ai un côté un peu anglo-saxon. Lorsque quelqu'un est décidé à faire quelque chose, même si vous ne comprenez pas, mais il a cette espèce de flamme en lui, il faut l'écouter. Donc, un jour, je demande à Hugoto, je dis, mais il y a un monsieur là, qui passe tout le temps, toutes ses journées en bas de l'immeuble, mais qui est-ce? Il dit, oh, c'est un musicien qui s'appelle Bongol. Je dis, ah, un musicien. Et moi, souvent, je souffre lorsque les musiciens sont considérés un peu comme des asociaux, des ratés de la vie, parce que j'en ai dans ma famille. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoute, laisse-moi l'écouter. Je le rencontre, je dis, bon, comment ça se passe et tout ça. Il dit, non, nous on a un orchestre, on a quitté Chairman, etc. C'est quelle année? Là, nous sommes dans les années 93. Donc on a quitté Chairman, et Chairman était soutenu par Denidé, Denidé Production, Denis Nguesso. Il soutenait Chairman. Et donc je vais à Poto-Poto, sur l'avenue des Beaux-Parents, le village. J'arrive, je découvre un orchestre, guitare sèche. Je dis, bon, je vais écouter ce que vous faites. C'est là que je vois Jules Kibens. Donc Jules Kibens, Chéri Lipasa, la PC Mbote. C'est lui, c'est un Congolais. Voilà, Chéri Lipasa, Nzazi qui est mort, Paskis qui est mort, Lodjens qui est mort. Jules Kibens, c'est Congolais ici aussi. Jules Kibens, diplômé de la Canet Beaux-Arts. Et là, j'arrive, j'écoute, je m'assois, j'écoute. Est-ce que Zalinga moto ya yambo na banda kolinga ose Nicoleta yebisa papa te mama tolingani enayo e zanza. Oh yaka pembeni nanga nanazangi yo bolingo na makanisi. Je dis non. Et donc je vais voir Hugues, je dis non, il faut les soutenir parce que je retrouverai là-dedans non seulement un peu de folklore de chez nous, n'est-ce pas, Ngonza, je retrouvais en même temps un peu de Shockstar, je retrouvais un peu là-dedans, un peu de Papa Wemba. J'ai dit, c'est pas possible, c'est une identité. Et donc, à un moment donné, je dis, je vais produire cet album. Mais produire l'album dans un autre modèle économique pour que les musiciens ne soient pas spoliés. Je leur ai dit, écoutez, moi, je mets l'argent, mais lorsque l'album sera vendu,
vous, l'orchestre, vous aurez 60%. Et moi, je prendrai 40%. Et l'accord a été conclu. On a conclu cet accord. Ensuite, vous allez ouvrir un compte avec 4 signatures. Et je sais que l'album marchera. Et les concerts, l'argent que les concerts rapporteront, vous allez le mettre à la BIDC. Mathias Nzan, c'est mon parent, il va ouvrir le compte. Et comme ça, au moins, vous avez un compte. Chaque mois, vous pouvez vous dire, OK, on va peut-être trouver 50 000 à chacun. Pour ne pas que vous sombriez dans cette espèce de paupérisation et vous passez votre temps. Et donc, malheureusement, à la fin, je leur avais dit, je veux que cet album ait le même punch que J'étais l'éponge. Malheureusement, à la fin, il y a eu Anita Ngapi qui est arrivé et il a fait l'album avec eux, j'étais d'accord, mais malheureusement, ça n'a pas... Ce n'était pas ce que vous vouliez, voilà. en fait. Et aujourd'hui, la numérisation de l'économie mondiale fait que, eh bien, tous ces modèles économiques sont plus ou moins dépassés, malgré les efforts que fait par exemple Ferréol, qui d'ailleurs avait commencé avec Extramuta, avec Lumière d'Afrique. C'est beau d'écouter tout ça. On va se laisser raconter ces belles histoires, ce beau témoignage par vous, mais on est limité aussi par le temps. Je sais. Mais ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est vous nous avez raconté, vous nous avez expliqué un peu en survolant le cheminement, la belle époque de la musique congolaise. Mais qu'en est-il de cette musique aujourd'hui? Aujourd'hui, en quelques mots. Vous savez, lorsque un pays se déstructure par la guerre civile, La belle excuse de Congolais, c'est toujours la guerre civile. Non, c'est pas une excuse, c'est une réalité. Vous voyez, même au niveau de la culture de leadership, certains ne pouvaient pas, entre guillemets, aspirer à assumer des fonctions, n'eût été la guerre civile. Mais lorsqu'on arrive à occuper des fonctions au nom du fait que j'ai combattu, donc je dois, ça donne quoi? Vous voyez? Donc, c'est pas anodin. Peut-être qu'il faudra faire une émission sur cela. Donc, lorsque votre pays se détruit, tous les fondamentaux sont détruits. Comment faire? Et rien ne peut se faire s'il n'y a pas un environnement économiquement performant. Et cet environnement économique performant doit permettre l'émergence de nouveaux, si vous voulez, opérateurs artistiques. D'accord. Monsieur le ministre, à la fin de l'émission, le réalisateur me fait pression, mais on vous appelait dernièrement, c'était dans la même salle. On l'appelait Alain Akwala-Tipo. Alain Akwala-Tipo, on ne l'a pas vu, il n'y avait personne. Oui, voilà. Nous avions préparé une distinction pour vous, un diplôme d'honneur pour vous. Je ne sais pas si je mérite ça, vraiment. Parce que... Bon, nous pensons que vous le méritez. Et vous méritez peut-être même plus. Mais ça, c'est notre modeste contribution. Ici, Sonyangé, voilà. On peut se lever, monsieur le ministre? Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un diplôme d'honneur décerné à Alain Akwala-Tipo pour son engagement et ses contributions à la promotion culturelle, aux valeurs sociales et à la paix. On n'a pas pu évoquer tout. C'est un personnage immense. Non, pas du tout. Non, si, mais on sait. À 58 ans, c'est normal quand même qu'on ait vécu un certain nombre de choses, franchement. Non, vous ne croyez pas? Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci de l'honneur que vous avez fait. Je reste sur ma soif parce qu'il y avait beaucoup. Je crois que les téléspectateurs restent sur leur soif. Et on aura l'occasion. Avec plaisir. D'aller chez vous pour vous interroger encore à propos. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci. Merci. La sortie, c'est pas. Au revoir tout le monde.